Des sourires, des applaudissements. Les partisans de François Fillon ne boudent pas à leur plaisir. Avec plus de 70% des suffrages, leur champion réalise en Loire-Atlantique l'un de ses meilleurs scores. C'est une victoire nationale avant tout. On a été, parce que François Fillon vient de cette région des Pays de la Loire, on a été des artisans de cette victoire, mais à notre place. Cette participation et ce score important de François Fillon lui donne une force extraordinaire pour la future campagne présidentielle. Ça fait un bout de temps qu'on fait un peu de politique et je n'avais jamais vu un tel accueil. Il y a une adhésion sur François Fillon, sur son programme, sur l'homme, et son discours, c'est un discours de vérité. Dans ce bureau de vote à Nantes, le suspense a donc été de courte durée lors du dépouillement. Une victoire large pour le premier candidat de la droite et du centre désigné par les urnes. Évidemment qu'il y a et plus de poids et plus de légitimité, et puis ça permet aussi d'avoir expliqué le projet. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une envie de changement dans ce pays qui s'est exprimée très largement et très fortement en Loire-Atlantique, mais plus globalement partout en France. L'autre satisfaction pour les Républicains, c'est la mobilisation plus importante des électeurs au second tour. L'exercice de la primaire est, semble-t-il, adopté. Il y avait des candidats qu'on connaissait pas bien, ou voire pas du tout. Donc c'est bien de découvrir ces nouveaux candidats aussi. Et puis de redécouvrir aussi ceux qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. On se plaint toujours, on n'est pas content avec les dirigeants qu'on a en ce moment. Donc après, faut venir voter pour essayer d'avoir ceux qui nous plaisent et faire avancer les choses. Pas de quoi tomber dans l'euphorisme. Les militants de François Fillon promettent de repartir en campagne dès cette semaine. Rien ne sort des cheminées, mais ça ne saurait tarder. La chaufferie Californie dans le quartier 30 Mous de Rezé va entrer en service cette semaine. Les derniers tests sont en cours. Elle sera une pièce maîtresse du réseau de chaleur de l'agglomération nantaise. Elle fait partie du réseau de chaleur Centre-Loire qui est chauffé par une grosse chaufferie bois qui a été mise en service sur Malakoff, l'usine d'incinération des déchets sur la prairie de Mauve également. Et puis un appoint, on avait besoin pour sécuriser l'ensemble du réseau qu'on a beaucoup étendu. Un réseau de chaleur qui doit atteindre 85 km grâce à ses canalisations posées ces derniers mois, notamment dans le sud de l'agglomération. D'ici 2020, ce réseau desservira l'équivalent de 16 000 logements. Il y a des bâtiments publics comme des gymnases, les serres du Grand Blotreau par exemple, ou la piscine Jules Verne, mais également le CHU. Il y a Leclerc à Tout Sud qui sera raccordé également. Donc c'est des logements sociaux d'une part, des équipements publics de l'autre, et ça peut être des équipements privés également. Au quotidien, on fait en sorte qu'un certain nombre d'équipements publics ou de logements sociaux, puisque plus de 50% des logements sociaux sur la ville de Nantes seront alimentés par la chaleur et les réseaux de chaleur, ça permet de garantir un prix de l'énergie sur la durée aux habitants de ces logements. Cette mise en service n'est qu'une première phase avant l'ouverture de la chaufferie bois dans 3 ans. D'ici là, l'équipement fonctionnera uniquement au gaz. Le clic de souris va-t-il remplacer la main levée? C'est la question que l'on pourrait se poser dans la salle des ventes du Crédit municipal. Pour la première fois, l'établissement a décidé d'ouvrir la vente aux enchères simultanément au public et sur Internet. Un bon moyen pour les dirigeants du Crédit municipal d'atteindre un public plus large. Nous, l'objectif, c'est de simplement développer un peu nos ventes et en proposant à des gens plus éloignés de pouvoir en bénéficier. Et puis ça crée une nouvelle offre tout simplement de gens qui se déplaceraient sans doute pas jusqu'ici pour une enchère et qui peuvent du coup connaître un petit peu ses spécificités. Et il y a un vrai public sur les sites internet dédiés pour ce type d'enchère. Le dispositif mis en place est simple. Une caméra a été installée dans la salle des ventes et une personne est mobilisée pour gérer les enchères faites en ligne. On a une personne dédiée qui suit les enchères sur internet pour permettre de prévenir le commissaire-priseur, comme vous avez dû le voir, quand les enchères sont en train de bouger. Et techniquement, sur votre page web, vous avez d'un côté la description de l'objet et une vue sur la salle avec une caméra globale qu'on a donc ici. Et puis vous avez la possibilité de cliquer pour enchérir en direct. Déjà mise en place dans l'hôtel des ventes, la vente aux enchères en ligne est amenée à se généraliser dans les prochaines années. Je pense que dans les années qui viennent, l'ensemble des ventes sera comme cela accessible en ligne. Enfin, ça fait partie des évolutions, sont-elles souhaitables, en tout cas inévitables. Pour cette première, 171 personnes ont participé à la vente sur Internet, contre 150 personnes sur place. Mais seulement un quart des lots ont été remportés par des gens inscrits en ligne.
Les Nantais pourront-ils faire leurs achats dominicaux de Noël dans la galerie commerciale Beaulieu? Son directeur le souhaite, mais pas la majorité des maires de la métropole. Dans une lettre ouverte, il l'accuse de ne pas respecter l'accord initial. Le risque, on le connaît, c'est que des partenaires sociaux s'opposent à l'ouverture des commerces le dimanche. Et donc, il ne sera plus possible d'acter ce consensus sur lequel on a mis notre engagement d'élus, mais aussi c'est l'engagement des acteurs, des commerçants, des responsables patronaux et syndicaux. Ces 2 dimanches ouverts représentent chaque année de 10 à 15% de chiffre d'affaires en plus pour les commerçants du centre-ville. Hors de question donc de remettre en cause cet accord déjà fragile. Ouvrir en force en 2016, ça met complètement en péril les ouvertures prochaines 2017-2018. Et je pense que c'est plutôt se tirer une balle dans le pied plutôt que de jouer collectif. Sachant qu'on est déjà dans des négociations pour obtenir un dimanche commun à la périphérie et au centre-ville pour 2017. Les partenaires sociaux sont clairs, pas d'accord en 2017 si Beaulieu ouvre cette année. Le MEDEF 44 demande de son côté plus d'équité entre les différents commerces. Le commerce n'est plus dans un schéma de concurrence entre centre-ville, périphérie ou les différentes communes. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma de synergie et plus il y aura des commerces qui pourront ouvrir ensemble sur des points bien maîtrisés comme le mois de décembre, eh bien plus ça créera une puissance commerciale sur Nantes, sur l'agglomération nantaise. L'accord pour 2017 doit être signé avant le 31 décembre prochain. C'est une victoire qui pourrait faire jurisprudence. Pierre Douillard a fait condamner l'État 9 ans après avoir été blessé à l'œil lors d'une manifestation à Nantes par un tir de lanceur de balles de défense, une arme proche du flashball. Le rapporteur public avait rendu un rapport qui était extrêmement clair, extrêmement précis sur la dangerosité de cette arme, le fait que l'arme était expérimentale à ce moment-là, les consignes qui n'ont pas été respectées. Donc toutes ces choses-là, ça figure dans le jugement qui a été rendu hier soir à mon avocat. L'État devra verser 48 000 € pour le préjudice subi, mais le tribunal administratif estime aussi que les responsabilités sont partagées à 50%, en reprochant au jeune homme de ne pas s'être éloigné au moment des affrontements avec la police. On sort totalement de la loi, c'est une interprétation qui est politique, c'est-à-dire que si on ne quitte pas une manifestation assez vite, on s'expose à être mutilé. Si on fait un fumigène, on a 20%, si on chante tout le monde déteste la police, on a 15% de responsabilité quand on est mutilé. Donc, jamais le barème n'a été défini ni par le rapporteur ni par les juges. Là, ce que rajoutent les juges, c'est carrément de mettre une responsabilité à égalité entre la personne blessée et les tireurs. Au-delà de cette condamnation de l'État, Pierre Douillard souhaite surtout obtenir l'interdiction de cette arme, jugée trop dangereuse. Ils ont perdu une bataille, pas forcément la guerre. Depuis plus d'1 an, les habitants de Méan-Pinouette demandent l'interdiction du chromate de strontium, un anticorrosif jugé cancérigène et utilisé notamment par l'entreprise Rabat Protec. Pourtant, leur recours devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté. On regrette notamment au niveau du droit français qu'il n'y ait pas, par exemple, de distance d'implantation entre des industries dangereuses et des zones habitées et des populations sensibles, comme c'est le cas sur le quartier. Donc pour ça, on envisage un deuxième recours, cette fois-ci sur le fond, pour faire valoir le poids et le sens de nos arguments, et de façon à mettre en avant le fait, entre autres, que le principe de précaution n'ait pas été respecté dans ce dossier. Ces habitants s'appuient également sur la décision européenne d'interdire ce produit à partir de 2019. Ils réclament désormais une étude globale de la qualité de l'air dans leur quartier. On ne se focalise pas sur les usines Rabat Protec, on voudrait que les enfants et les riverains de notre quartier respirent un air respirable. On a demandé et obtenu une analyse de l'air dans notre quartier depuis le mois d'octobre, avec deux capteurs qui ont été installés. On aurait préféré que les premières mesures se fassent avant l'ouverture de l'usine Rabat Protec. En attendant les résultats, l'association convie les habitants du quartier à une réunion publique le 17 décembre prochain. À la Jonelière, ce jeudi matin, les portes étaient closes. Aucun commentaire et un entraînement à huis clos. La défaite de la veille, 6-0, était dans tous les esprits. De quoi inquiéter les rares supporters qui avaient fait le déplacement. Le changement d'entraîneur, c'est un peu une loterie, c'est pas forcément évident. Non, c'est qu'il faut que les joueurs prennent conscience de la situation et réagissent, quoi, voilà. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils revoient carrément
leur niveau, leurs ambitions, parce que là, on ne va pas se maintenir. La relégation en Ligue 2, c'est la grande crainte des supporters, une crainte qui est même partagée par les adversaires. C'est dommage qu'il soit à cette place-là, parce que c'était un grand club avant, donc avec une belle histoire et tout, et puis ils sont en train de dégringoler vers la Ligue 2, et puis c'est dommage. Même en étant supporter de Lyon, c'est dommage de voir Nantes 19e de Ligue 1. La prestation des Canaries a beaucoup déçu, ces images le prouvent. Les tribunes de la Beaujoire qui se vident un quart d'heure avant la fin de la rencontre, les joueurs et les dirigeants qui quittent le stade à l'abri des regards. La crise du FC Nantes a atteint son paroxysme. C'est vrai qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, effectivement, cette crise, elle couvait depuis plusieurs semaines, mais là le 6-0, cet éclat, cette déroute, eh bien, ça en dit long sur l'état actuel du FC Nantes. Dans une semaine à la Beaujoire, le FC Nantes accueillera l'équipe de Caen. Il est fort probable que les clubs de supporters profitent de cette occasion pour exprimer leur déception. Alors pour écrire éventuellement. Premier contact avec le monde du numérique pour André. À 77 ans, cette retraitée participe avec enthousiasme à un atelier d'initiation. Objectif, gérer des documents administratifs ou retrouver des recettes de cuisine sur la toile. Il y a des choses que je faisais avec ma fille, mais si je peux le faire moi-même, ça sera mieux. Tout au moins pour quelques temps, quoi. Surtout pour communiquer avec mes amis, ils ont tous Internet. Ils me disent « t'es un peu paumé à côté ». Des caractères plus gros, une interface plus accessible, la tablette tente de convaincre les seniors. Depuis le mois d'avril, le bureau de la Poste à Valette en a par exemple vendu 53 à 219 € pièce. On leur fait découvrir et on lève les freins justement par rapport à toutes ces appréhensions de ne pas y arriver, d'appuyer sur le mauvais bouton. C'est quelque chose qui se lève au fur et à mesure de l'atelier. Ils sont fiers d'eux, ils reviennent nous le dire d'ailleurs, en bureau de poste. Ils reviennent nous dire voilà, j'ai réussi à envoyer un mail. C'est ici, dans les locaux de la start-up nantaise Tikizi, que le projet est né. Est devenue filiale de la Poste, l'entreprise commercialise sa tablette dans tout l'Hexagone depuis un mois. En France, aujourd'hui, seulement un peu plus d'un tiers des foyers de plus de 70 ans sont internautes. On ne se contente pas seulement de fournir bien sûr une simple tablette tactile, c'est-à-dire qu'on la livre clé en main avec un ensemble d'applications préinstallées, favorisant le lien familial, le lien social, le divertissement. De son côté, André n'est pas loin de sauter le pas, et même si une inquiétude demeure peut-être encore. Il faudra que je me cadre. C'est-à-dire ? Pas y passer tout le temps.